Here we go now. Let's go. Bienvenue pour cette nouvelle émission Business Story. Donc, avec un invité, vous allez voir, il a beaucoup de choses à nous raconter. Alors, mesdames et messieurs, il a sillonné le monde pour créer des expositions. Donc, il est dans la scénographie. Rien ne le prédestinait en fait à la carrière qu'il s'est forgée, puisque il a fait d'abord des études en économie. Il s'est passionné pour la scénographie et il en a fait son métier. Merci d'accueillir Monsieur Franco Amadei, fondateur et patron de l'agence Présence. Bonjour Monsieur Amadei. Bonjour, merci de me recevoir. Quel plaisir de vous accueillir. Écoutez, donc déjà avant, pour vous présenter un petit peu à notre public, Présence. Donc il y a une belle présence là. Présence, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Présence, c'est une entreprise qui fait ce qu'on appelle de l'expérience client à partir du volume. C'est-à-dire que nous créons des expositions, des visitor centers, des lieux d'accueil du public qui racontent une histoire. Alors justement, par rapport à l'histoire, là on a un objet fétiche donc de Franco mais juste intriguant. Donc je vous en dis pas plus, on va en parler après. Donc qui va nous raconter justement toute cette histoire qui a démarré quand exactement? L'histoire qui a démarré en 89, qui a donc presque 33 ans maintenant, si je compte bien. Voilà, vous faites très jeune. Voilà, très jeune, ouais, c'est une jeune entreprise, hein, c'est une jeune dame qui a démarré, je dirais, à partir d'une expérience précédente, puisque mon premier job, c'était d'être responsable du transfert technologique à la région. C'est ce que j'allais dire, donc passer de l'économie à la scénographie, il y a quand même un écart, quoi. Donc comment ça s'est passé tout ça? Alors ça s'est passé finalement extrêmement simplement, et puis ça m'a ouvert une voie que finalement je n'imaginais pas. Le transfert technologique, c'est mettre en relation des laboratoires et des industriels, et faire en sorte que le processus de relation s'accélère pour développer de l'innovation. Et finalement, c'est de la communication. C'est l'organisation de colloques, de congrès, de showrooms, d'événements, d'expositions, de stands, et souvent de grande ampleur. Donc j'ai appris ce métier sur le tas, avec des grands concepteurs. J'ai eu la chance de travailler avec, à l'époque, j'avais une trentaine d'années, entre 25 et 30 ans, et je travaillais avec les meilleurs concepteurs français. J'ai découvert la passion, je dirais, de gérer et de porter un projet d'ampleur pour le compte de clients. Alors justement, le client emblématique, c'est quoi? Ça va être des musées, ça va être des institutions, des collectivités, c'est quoi exactement? Deux grands types de clients. Les collectivités, qui gèrent parfois des musées, pour qui on va concevoir ou des visitor centers ou des musées, qu'on appelle dans notre jargon centres d'interprétation, ou des firmes, des grandes marques. On compte les plus prestigieuses, chez nous, Orange, EDF, etc., pour qui on crée des lieux d'accueil du public, à qui on doit raconter une histoire. Alors on aménage aussi des sièges sociaux, par exemple, des entrées de sièges sociaux, des lieux qui accompagnent le visiteur et qui font ressentir quelque chose. Alors ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est que le visiteur, quand il voit une exposition, quand il voit une scène quelque part, il ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. C'est que parfois c'est des mois de préparation et chaque chose est minutieusement étudiée pour que le regard soit attiré ou que ça raconte une histoire, j'imagine. C'est des mois, voire des années. Voire des années, puisqu'on démarre toujours par ce qu'on appelle une programmation, c'est-à-dire qu'on a une analyse stratégique de ce que l'on veut raconter, comment on veut le raconter et comment on va gérer l'espace
Ah, donc, on démarre par la fin, c'est-à-dire quelle est la trace que l'on veut laisser par rapport à cette exposition pour travailler en amont sur la scénographie. Exactement. Quelle trace on veut laisser, quel message on veut passer. Et donc on construit avec tous les outils, la communication aujourd'hui et les outils numériques, etc., ces parcours visiteurs, où on va emmener depuis le parking jusque finalement à un objectif physique quelque part. Hein. Ça peut être le client ou ça peut être la boutique, souvent. On emmène ce visiteur et on lui raconte une histoire. Alors c'est marrant parce que vous êtes installé en France et je crois que vous avez été rapidement propulsé à l'international. Vous êtes un globe-trotteur puisque vous avez fait le Japon, vous avez fait plein de pays, vous avez fait, enfin moi j'ai été sidéré de voir un petit peu tous les pays que vous avez fait un peu le tour du monde. Comment s'est passé d'abord ces voyages, ces opportunités, elles arrivent comment? Ce sont des appels d'offres, on vous contacte? Souvent des appels d'offres. Quand c'est à l'export, on nous contacte. C'est-à-dire que nous avons été repérés. Alors on a une chance quand même importante, c'est que on est inscrit, je dirais, dans la French Touch. Hein, donc il y a un savoir-faire français dans ces métiers. Et, alors justement, par rapport aux différents pays, quels sont les pays où présence a été présente? Actuellement, nous sommes présents par exemple à Madagascar, nous sommes présents en Guyane, nous sommes présents en Suisse, sur l'arc Caraïbe, Martinique, Guadeloupe. Où est-ce que c'est agréable de travailler pour vous? Je vais en prendre deux. Oui. Je vais en prendre deux. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler en Algérie, par exemple. Oui. J'avais des clients qui étaient extrêmement à l'écoute et très agréables à travailler et très rigoureux. Très rigoureux. Et de la rigueur. Absolument. Beaucoup de rigueur. Et donc, chacun ayant son expertise, le client ayant son message à porter, et nous, une écoute, et puis un produit, je dirais, qui a été façonné pour eux. Il faut noter que... Ce qui ne veut pas dire que ça ne vous plaît pas de travailler en France? Ah non, j'adore travailler en France, voilà. mais j'adore aussi travailler à l'export. Dans notre métier, on aborde toujours un pays export avec... on essaie de jauger le niveau culturel du public qui va venir. D'accord, et le deuxième pays? Alors le deuxième pays, c'est Madagascar, où là nous sommes en train de livrer le premier grand musée malgache c'est un musée. Ouais, sur le thème de la royauté. Et là, la commande a été très simple. C'est le président de la République qui nous appelle et qui nous dit « Je veux redonner de la dignité à mon peuple et réécrire le récit national ». C'est passionnant. C'est tombé avec la période du Covid aussi. C'est malheureusement tombé avec la période du Covid. C'est un projet que vous avez depuis 2 ans, je crois. Depuis 3 ans maintenant, avec 2 ans un peu chaotiques de fermeture des aéroports, donc une complexité de travail. Oui. Et on en est où là? Il est terminé ce projet? Il est quasiment terminé. Quasiment terminé. Nous en sommes à la validation des derniers textes et des derniers cartels. Il pourrait ouvrir au printemps. Alors, est-ce qu'il y a des pays où ça a été un peu plus compliqué? L'Italie. Ah Surprenant. Parce que j'ai cru comprendre à Mabéi que ça doit être d'origine italienne, cette affaire-là. Oui. Pourquoi l'Italie? C'est bizarre. J'ai du mal à l'expliquer, mais d'ailleurs nous avons renoncé. J'ai eu 5 affaires en Italie et les 5 affaires se sont passées difficilement. Alors, je pense que il y a avant tout une rivalité entre la France et l'Italie, une rivalité culturelle. D'accord. Et donc le fait d'aller travailler là-bas, on est déjà vu comme un concurrent, même si... Voilà. Exactement. Alors, une question, j'ai envie de vous poser une question quand même sur les valeurs. Vous êtes entrepreneur, donc, et effectivement, depuis quelques années, vous avez roulé votre bosse, vous êtes dans un environnement où il y a quand même énormément de contacts. Quelles sont les valeurs qui vous guident aujourd'hui, que ce soit, alors d'abord d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel? Moi, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est l'humilité. Oui. C'est l'humilité. C'est-à-dire que... c'est important d'être humble? C'est important. De ne pas se dire qu'on a tout appris dans la vie? Oui. Et parfois, on a le melon, hein, et il faut revenir sur Terre. Il faut savoir écouter l'autre. Il faut savoir... L'écoute, en fait. Oui, c'est ça. C'est très important dans votre métier. C'est ça, c'est l'écoute. C'est comprendre la problématique de l'autre. Surtout quand c'est pas la même culture que vous avez en face. Surtout quand c'est pas la même culture. Mais je dirais que même si c'est quelqu'un qui est comme nous,
par exemple, si on travaille avec un maire d'un village de Haute-Savoie, comprendre ses contraintes. Je ne sais plus quelle culture où ils ne savent pas dire non, ils ont du mal. Les Asiatiques en général, hein, on retrouve ça en Asie. Madagascar, je l'évoquais tout à l'heure, travailler avec les Malgaches, c'est un vrai bonheur parce que ce sont des gens qui sont fondamentalement gentils et humains. Mais par exemple, le non n'existe pas. Le non est une insulte, donc ils ne vous diront jamais non. Même s'ils ne sont pas d'accord, vous ressortez de la réunion, nous en bon français qui avons l'habitude de dire oui, non, go, no go. Il faut réfléchir. Donc il faut savoir détecter le non dans le oui. C'est ça, c'est ça. Et en général, le non se traduit un peu plus tard par la non-action. Oui. On vous dit oui, mais on ne fait pas. Alors si on vous dit oui, on ne fait pas, c'est non. Donc c'est une perte de temps quelque part. Donc il faut savoir détecter. Et d'où l'importance de l'écoute active. D'où l'importance de l'écoute active. Donc je pense que pour moi, c'est une valeur fondamentale, mais c'est une valeur aussi c'est une valeur d'entrepreneur, mais c'est aussi une valeur d'homme. Je pense que savoir regarder l'autre, savoir l'écouter, savoir le comprendre, chercher, détecter quels sont les non-dits, ses problématiques, ses contraintes, et puis apporter une réponse adaptée. Je crois que c'est la principale chose. Et dans nos métiers, qui sont des métiers artistiques, ça n'est pas toujours évident. Ça n'est pas toujours évident parce que l'artiste a envie d'imposer sa vision, comme pourrait le faire un architecte, enfin, on le sait. Hein. On a hâte de connaître votre objet fétiche. Voilà, mesdames et messieurs, je le prends avec délicatesse, tellement il m'a l'air à la fois solide et fragile, parce que je crois qu'il a traversé les années, cet objet. Oui. Solide et fragile, Habib, vous l'avez dit. C'est un épi. Un petit épi de blé qui m'a été offert le jour où j'ai créé la société, donc il y a 33 ans environ. Waouh, et ça fait 33 ans que vous le conservez. Voilà, ça a été offert par un ami. Il est solide et fragile, il est comme l'homme, il est comme nous. Et je parlais d'humilité tout à l'heure. Oui. Il me renvoie, quand je le regarde, à l'humilité. Il est en train de s'étioler, hein, c'est qu'il vit. Donc ne jamais oublier d'où on vient. Ne jamais oublier d'où on vient, garder l'espoir, garder la force. Et puis l'épi, ça a quand même du sens. Croire en soi, voilà, c'est ça. Carrément. Donc, et cet ami me l'avait donné en me disant, tu vas essuyer beaucoup de difficultés, mais garde-le comme une boussole. C'est ce que j'ai toujours fait. On y voit 4 cercles, qui pourraient être un trèfle à 4 feuilles. Et puis des épis, effectivement. Donc c'est de la chance et de la prospérité. Cet ami me souhaite chance et prospérité. Puis enfin, ces 4 cercles, les 4 piliers de l'humain, l'eau, le feu, la terre, l'air, qui sont les éléments dans lesquels nous évoluons et qu'il faut toujours avoir en tête. Et donc, finalement, tout ça renvoie à la modestie et à l'humilité. Et aujourd'hui, dans les difficultés, hein, on traverse tous des difficultés, cet épi me rappelle le chemin parcouru et toutes les étapes franchies. Ce qui fait que même face à une difficulté, on peut se dire c'est pas grave. Il ne faut pas oublier d'où je viens et qu'il y a eu quand même des moments difficiles qui ont été traversés. Il n'y a pas de raison que je ne traverse pas celui-là de ce moment. Quoi. Voilà. Et pour aller un peu plus loin, je me dis parfois que les difficultés sont des chances qui nous sont offertes. Tout à fait. Et quand on sait les surmonter, on sait avancer. Voilà. Donc je pense que c'est un peu l'histoire du cordonnier mal chaussé. Il faut lui faire toute une scénographie dans le bureau. C'est ça, c'est ça. Très bien, merci en tout cas pour cet objet très intriguant. Depuis tout à l'heure, je me demandais qu'est-ce qu'on va raconter derrière, mais en fait, il a une très très belle histoire derrière. J'aimerais juste qu'on termine sur des leçons de vie. Donc vous avez quand même un parcours très riche. Il y a beaucoup de jeunes qui démarrent, qui parfois n'en font qu'à leur tête, et nous aussi, on n'en fait qu'à notre tête. Qu'est-ce que vous pouvez raconter à tous ces jeunes ou à des entrepreneurs en difficulté, donc qui sont en difficulté? Qu'est-ce qui peut leur remonter le moral aujourd'hui? D'abord, oser. Oser, aller au bout de son envie. Moi, par exemple, je suis fils de mineur, donc mes parents étaient illettrés. Il fallait oser pour sortir de cette... J'ai toujours eu envie de progresser, d'apprendre, et ça
et d'oser. Et donc j'ai passé le pas hein, de fonctionnaire à entrepreneur. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Donc oser, pour moi, c'est la chose fondamentale. La deuxième, c'est effectivement oser avec courage. Parce que être entrepreneur, c'est un combat. C'est un combat avec soi-même, avant tout, parce qu'il faut parfois garder la force, se relever quand on a mis un genou à terre, croire en son avenir, et aussi mettre cette énergie constamment hein, pour pouvoir avancer. Et enfin, le troisième précepte, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, ce serait de dire écoute l'autre. Oui. Écoute l'autre. Oui. Écoute, absolument. Mais écoute complètement l'autre, pas seulement écoute ses difficultés, écoute ses angoisses, écoute ses problèmes et apporte une réponse d'entrepreneur à ça. Et on peut apprendre de l'autre aussi. Donc il y a une question, parce que vous avez évoqué l'humilité. Bien sûr. L'humilité, c'est-à-dire que ne jamais considérer qu'on a tout appris, on n'a pas la science infuse. Et je veux dire, entrepreneur, on en apprend tous les jours. Entrepreneur, c'est apprendre constamment. Bouddha a dit qu'on vivait dans un monde, comment on appelle ça, d'impermanence. 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 Donc on évolue sur un monde qui est constamment en mouvement, qui n'est pas figé. J'ai créé une société il y a 33 ans. La société d'aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle d'il y a 33 ans. Donc il faut savoir évoluer, savoir écouter le monde qui change et y apporter des réponses, toujours avec humilité, en se disant constamment remettre sur l'établi, le travail et constamment refaçonner cette matière vivante qu'est l'entreprise. Savoir se réinventer tous les jours. Donc moi, ça me fait penser à cette citation fétiche d'Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et donc, on y est aujourd'hui. Donc, le monde a tellement changé que c'est stupide de continuer à fonctionner comme avant. Il faut qu'on change également avec ce monde-là. Et, dans nos métiers, c'est essentiel, puisque dans nos métiers, nous devons constamment nous adapter à des publics qui changent. C'est-à-dire que, quasiment on le voit, hein, on travaille avec beaucoup de sociologues ou avec beaucoup de cabinets très spécialisés dans le comportement. Et quand j'ai créé cette société il y a 33 ans, je dirais le support de communication, c'était le panneau. Oui. Aujourd'hui, le support de communication, c'est l'écran. Et il faut faire vite. On est passé de 1500 signes sur un panneau à 250 signes sur un panneau. Et voilà, donc on doit constamment s'adapter, les comportements changent, les cerveaux sont formatés différemment, les approches des sujets aussi, et notre métier c'est de nous adapter. Eh bien merci Franco, merci pour lui. Merci. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui et j'espère que vous serez là pour en apprendre encore d'autres. Donc je vous donne rendez-vous pour nos prochaines émissions qui vont être tout aussi passionnantes. À bientôt.